Alors moi je suis Camille de Fulpian, je suis orthophoniste à Palaiseau. Donc on aura compris que l'attention est primordiale pour tous les apprentissages. Et donc un enfant qui n'est pas attentif va avoir du mal à acquérir certaines bases. Et du coup il risque d'accumuler du retard dans ses apprentissages. À ce moment-là, le médecin ou l'enseignant ou les parents ont souvent l'idée de consulter un orthophoniste en espérant qu'elle pourra les aider. L'orthophoniste est souvent consulté en première intention, mais elle ne fait pas de bilan attentionnel. Quand un enfant a un trouble de l'attention, donc on va le rencontrer au moment du bilan, on garde bien en tête qu'il est possible que vraiment il ait un trouble de l'attention et donc il ait du retard scolaire, mais aussi on n'oublie pas qu'il peut avoir du retard scolaire qui n'est pas lié à l'inattention, mais qui entraîne l'inattention. En fait, tout simplement, comme il a trop de lacunes, ça lui demande beaucoup d'efforts de suivre en classe, et au bout d'un moment, il n'arrive plus à maintenir son attention. Ça lui demande trop d'efforts qu'il ne peut pas maintenir toute la journée ou toute l'année. Donc, dans un cas comme dans l'autre, il va falloir faire quelque chose. Donc, c'est là qu'arrive le bilan chez l'orthophoniste. Donc, on commence par s'entretenir avec les parents et avec l'enfant pour essayer d'avoir des précisions sur le motif de la consultation et pour avoir les opinions des uns et des autres, écouter tout le monde. Donc, on va faire des tests du langage oral et écrit, ou un test du raisonnement logico-mathématique, ou des apprentissages et des fonctions cognitives, en fait en fonction de ce qu'on aura entendu lors de l'entretien et en fonction des domaines dans lesquels le retard scolaire est le plus important. Pendant la passation du bilan, on va observer l'enfant et son comportement, et ça va nous donner une idée de la façon dont il fonctionne, de la façon dont il s'y prend pour faire certaines tâches. Et on va avoir une première idée si effectivement il n'est pas attentif ou si pour nous il ne semble pas y avoir trop de problèmes. Et ensuite on va coter les résultats, c'est-à-dire qu'on va regarder les scores de l'enfant et on va voir s'il se situe très en dessous de la moyenne des enfants de même âge ou de même classe ou pas. Donc, si les scores sont normaux ou normaux faibles, dans ces cas-là, on considère qu'il n'y a pas de pathologie et on va conseiller de mettre en place des aides pédagogiques à l'école et à la maison. Là, c'est les parents et la maîtresse qui vont s'occuper d'aider l'enfant, de lui expliquer peut-être un petit peu différemment, de le faire travailler un petit peu plus, et puis de le rassurer, de le remotiver, de le soutenir. On peut faire quelques séances d'orthophonie si on pense que ce sera une rééducation courte, si on voit qu'il y a quelques petits points qu'on peut régler sans doute assez rapidement. Voilà, ou en fonction de l'importance du retard. Quand on voit que il n'y a pas de pathologie, mais que l'enfant a quand même beaucoup de lacunes et que du coup, ça va entraîner encore des lacunes et encore des lacunes. Dans ces cas-là, il vaut peut-être mieux le prendre en rééducation. Et on va aussi souvent conseiller d'autres bilans ou d'autres prises en charge si on a repéré des difficultés ou si on a des doutes sur d'autres difficultés que peut présenter l'enfant. Et il est parfois conseillé qu'il voit un psychomotricien ou un psychologue, souvent un ORL ou un ophtalmo, comme l'a dit Christine. Alors, si les scores obtenus par l'enfant sont déficitaires, c'est-à-dire que l'écart par rapport à la moyenne va être très important, et surtout quand on trouve que le développement est déviant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement, par exemple pour l'orthographe, beaucoup de fautes d'orthographe, mais surtout des fautes qui sont inhabituelles, des fautes un petit peu bizarres. Dans ces cas-là, on pense qu'il peut y avoir un trouble spécifique des apprentissages. Donc par exemple, une dyslexie, dysorthographie,
ou une dyscalculie ou une dysphasie, qui sont les troubles 10 qui intéressent le plus les orthophonistes. Donc, comme il faut être certain de traiter le bon problème, il va falloir absolument qu'il y ait un bilan pluridisciplinaire de fait. Et de toute façon, dans le cas des troubles spécifiques des apprentissages, il va falloir prévoir de voir l'enfant 1 ou 2 fois par semaine pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Pendant tout ce temps-là, c'est important que l'enfant reste motivé, parce que s'il n'adhère pas du tout à ce qu'on veut faire pour lui, on va avoir du mal. L'objectif de la rééducation n'est pas de guérir l'enfant, mais de l'aider à surmonter ses difficultés et de l'aider à faire le mieux possible avec son trouble. Parce que malheureusement, dans le cas des troubles spécifiques des apprentissages, les difficultés vont persister d'une certaine façon, malgré la rééducation. Donc il faut aussi avoir à l'esprit qu'on peut avoir donc les comorbidités dont parlaient mes collègues. On peut très bien trouver une dyslexie et avoir un doute sur l'attention ou que tout ça s'entremêle. Un enfant peut très bien avoir un trouble spécifique des apprentissages et un trouble déficitaire de l'attention. L'un n'empêche pas l'autre. Et dans ce cas-là particulièrement, il faut absolument qu'il y ait une collaboration étroite entre l'orthophoniste, le médecin, le psychologue et le psychomotricien. Voilà, parce que tant que le trouble attentionnel n'est pas sous contrôle, la rééducation va être vraiment très difficile. Alors pendant les séances d'orthophonie, on va tenir compte du fait que dans les troubles spécifiques des apprentissages, il y a toujours un trouble attentionnel plus ou moins marqué. Et donc on va faire bien attention à donner des consignes claires, sans aucune ambiguïté possible. On va faire attention de donner les informations une par une, de ne pas noyer l'enfant dans un flot d'informations. De toujours maintenir un étayage positif. C'est ce qu'a dit Christine quand elle disait que l'enfant avait toujours besoin d'une réponse immédiate. On ne va pas lui dire à la fin de la séance, c'est bien, tu as bien travaillé. Il faut lui dire à chaque fois, allez, ça c'est bien, bravo, super, tout le temps. Et il faut aussi essayer de ranger un peu ce qui peut distraire l'enfant. Voilà, tout ce qui peut être perturbateur, il va falloir essayer de le cacher ou de le ranger. En fait, le principe général des séances, ça va être de faire prendre conscience à l'enfant des stratégies qui fonctionnent bien pour lui. Ces stratégies, on va essayer de les consolider pour qu'il puisse vraiment compter dessus. Et on va essayer de les transférer aux tâches dans lesquelles il réussit moins bien. Les stratégies qui fonctionnent pour l'enfant, après les avoir consolidées, on va assez rapidement essayer de les enrichir en lui faisant découvrir les autres stratégies, d'autres stratégies possibles. Et on va lui expliquer que pour apprendre, pour faire une tâche intellectuelle, il faut vraiment faire un geste mental qui est conscient, il faut vraiment le dire explicitement. Il ne suffit pas de regarder la feuille et d'attendre que la leçon rentre toute seule. Il y a parfois des choses à faire et on va pouvoir leur donner quelques petites ficelles en fonction de ce qui a l'air de bien fonctionner pour eux. Donc en fait, le but va être d'apprendre à l'enfant à apprendre pour qu'il soit plus efficace en classe et qu'il devienne autonome.